Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission Au Périscope qui vous est proposé chaque mois par l'IH2EF. Cette fois-ci, une nouvelle thématique, celle des addictions. Nous allons en discuter pendant 1 heure avec nos intervenants. Les consommations sont souvent le fruit de l'interaction de facteurs à la fois personnels et environnementaux. L'information auprès des jeunes sur les produits psychoactifs, en particulier l'alcool, le tabac et le cannabis, ne suffit pas toujours à prévenir les consommations. Nos intervenants, qui sont tous en présentiel aujourd'hui, vont donc nous exposer leur point de vue et montrer qu'agir sur les compétences psychosociales serait plus efficace et plus pertinent. Et donc je vais les présenter à tour de rôle. Bonjour madame, vous êtes Béatrice Lambois, conseillère scientifique en prévention et pilote du projet CPS à Santé publique France. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. À votre droite, Nicolas Pris, vous êtes président de la MILDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Bonjour. Bonjour. En face de moi, Foulé Koïta, vous êtes principale adjointe du collège intercommunal Myriam Makeba à Aubervilliers Saint-Denis. Bonjour. Et à ma gauche, Christophe Marcelier, vous êtes donc IGESR et merci à vous de prendre part à cette émission. Bien, en propos introductif, je vous propose, Nicolas Pris, de vous donner la parole, nous présenter déjà ce qu'est la MILDECA. Alors, comme vous l'avez dit, mais je me plais à le répéter, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et dans cette appellation, vous avez en fait l'essentiel de notre travail, qui est un travail d'animation de l'ensemble des départements ministériels pour essayer de travailler à lutter contre l'ensemble des conduites addictives, qu'il s'agisse des produits licites, au premier rang desquels le tabac et l'alcool, qui sont les tueurs en série historiques, ne nous leurrons pas. C'est quand même là qu'on a 75 000 morts et respectivement 41 000 morts chaque année. C'est tout à fait considérable comme poids épidémiologique humain. Et puis on a aussi les substances illicites, au premier rang desquelles le cannabis, qui est consommé chaque jour par 900 000 Français, donc qui est un produit sur lequel on travaille énormément. Et puis on a des nouveaux comportements sans produits, ou nouveaux, pas forcément d'ailleurs tous très nouveaux, l'usage excessif des écrans, les jeux vidéo. Et surtout en cette période de Coupe du Monde, c'est intéressant de dire un tout petit mot des jeux de hasard et d'argent, des paris en ligne notamment, qui sont un véritable poison et qui ont une particularité à mon sens qu'il faut noter, qui est semblable à celle de l'alcool, c'est que l'initiation de ces comportements-là se fait au sein de la cellule familiale. Comme quoi, on a des choses qui se passent largement en dehors des établissements scolaires aussi. Donc, ce qu'on essaye de faire, de manière très très concrète, en matière de coordination, c'est d'atteindre un objectif qui est finalement que les jeunes Français particulièrement, parce qu'ils sont particulièrement vulnérables par rapport à l'ensemble de ces produits. Leur cerveau en maturation, jusqu'à l'âge de 25 ans, dit-on, est un cerveau qui va garder des traces de cette exposition aux substances psychoactives. L'idée, c'est d'essayer de retarder au maximum l'âge des premières consommations et de faire en sorte que le plus faible pourcentage possible d'entre eux consomment ces produits, que ce soit encore une fois des produits licites, des produits illicites ou des comportements qui peuvent être délétères. Donc, on agit évidemment sur des tas de dimensions. Je passe un peu vite, mais ça reste quand même essentiel, qui est la question finalement de l'offre des produits. Vous ne pouvez pas travailler contre le cannabis, contre l'alcool, contre le tabac, si par ailleurs vous avez une mise à disposition de ces produits qui est ultra facilitée. Pour les produits licites, parce qu'on ne respecte pas suffisamment, par exemple, l'interdiction de vente aux mineurs. Pour les produits illicites, parce qu'on laisse les trafics finalement envahir à la fois nos villes, mais aussi nos campagnes, en réalité. Et puis après, on a beaucoup de sujets qui concernent l'autre bout du spectre, c'est-à-dire une fois qu'on est dans ces processus de conduite addictive, comment est-ce qu'on arrive à en sortir? Et là, c'est le domaine plus de la réduction du risque, du soin, des prises en charge. Mais au centre, vous avez un vaste ensemble de politiques et de dispositifs de prévention pour éviter notamment les premières consommations. Et je pense que c'est un peu le cœur de notre discussion. On peut agir, bien sûr, je le disais, sur l'environnement, mais on peut agir beaucoup sur l'individu et son environnement immédiat, la famille. Chacun a sa responsabilité à prendre sur ce sujet-là. Alors, ce qui est peut-être intéressant et qui, pour introduire un peu notre discussion, c'est que on a coutume de dire en France, on est débordé par ces sujets. Tous les enfants fument, tous les adolescents fument à un moment ou à un autre et fument du cannabis en particulier. On n'arrive pas à vaincre telle ou telle consommation excessive d'alcool. Alors, je voudrais
juste vous citer quelques chiffres tout de même pour nous donner le moral collectivement et nous dire que les dispositifs qu'on va expliciter ensemble servent à quelque chose. Et la manière dont on conduit cette politique a du sens aujourd'hui. Je vais vous dire d'abord pour les élèves de 3e, donc nos chers collégiens en réalité, quand on regarde les courbes sur les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis, en 2014, vous aviez 80% des jeunes de l'âge de 3e qui avaient expérimenté, déjà bu de l'alcool. 80%. En 2021, ils ne sont plus que 64%. Quand on regarde le tabagisme, on avait en 2014, là encore, 50% des jeunes qui avaient déjà consommé du tabac, fumé du tabac en 3e. Ils ne sont plus que 30% aujourd'hui. Et puis si on regarde le cannabis, dont on nous dit aujourd'hui que sa diffusion est absolument inéluctable et qu'il faut même le mettre dans des boutiques pour cela, en 2014, on avait 24% de la population des jeunes de 3e qui avaient déjà expérimenté le cannabis. Ils sont moins de 9%, ils sont 9% aujourd'hui. Donc on a véritablement aujourd'hui des stratégies, je pense qu'on sait mieux agir pour limiter ces consommations. Est-ce que ce recul se vérifie sur d'autres tranches d'âge ? Alors justement, un dernier résultat qui vient d'être publié, enfin rendu public en fin de semaine dernière, vendredi très précisément à Dijon, lors du congrès de la Société francophone de la tabacologie. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on sait, encore une fois, que le tabac est quand même le grand pourvoyeur de décès en France. Si on regarde les jeunes de 17 ans cette fois-ci, et ils ont été 23 000 à être interrogés dans le cadre de la journée défense et citoyenneté. 2014, encore une fois, pour les jeunes de 17 ans, près de 70% d'entre eux avaient déjà fumé du tabac. Ils sont aujourd'hui 47%. Et si on regarde le tabagisme quotidien qui montre bien que là on est rentré dans l'addiction en réalité, 2014, 32% des jeunes de 17 ans fumaient quotidiennement. Et si on regarde aujourd'hui, on est à 15%. Donc c'est quand même des chiffres tout à fait spectaculaires qui montrent que si on manipule avec toute la rigueur scientifique, la rigueur méthodologique, qu'on embarque de plus en plus de monde dans ce combat légitime contre les conduites addictives, qu'il s'agisse du tabac avec ses conséquences dramatiques sur la santé, qu'il s'agisse de l'alcool pour le même type de conséquences, mais également les conséquences en termes de violence, au premier rang desquelles celles envers les femmes d'ailleurs, ou qu'il s'agisse du cannabis dont la consommation régulière et précoce a des effets sur la réussite scolaire, la mémorisation, les capacités de concentration, l'entrée dans l'emploi, on sait ça désormais, et bien pour débanaliser tous ces produits et agir efficacité en prévention, on a un certain nombre d'outils qui fonctionnent. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même l'apparition aussi de nouvelles addictions, notamment celle des paris sportifs, par exemple. Est-ce que vous avez des données sur ces jeunes publics aujourd'hui ? Oui, alors ce qu'on sait, c'est par exemple, pour vous donner une information moi, qui m'a beaucoup préoccupé, quand on a eu les premiers confinements, je me suis attendu à ce que la population française picole plus, aille plus fumer du tabac. En réalité, ça s'est relativement équilibré. Il y a eu des gens qui, parce qu'ils étaient en souffrance, particulièrement stressés, ont cru que ça allait leur faire du bien, si j'ose dire, d'augmenter ce type de consommation. Alors qu'en réalité, que ce soit le tabac, le cannabis ou l'alcool, ne nous y trompons pas. Loin d'être des produits anxiolytiques, c'est des produits qui augmentent le stress en réalité. Mais on a obtenu une partie de la population qui a augmenté sa consommation, d'autres qui l'a diminué. Par contre, ce qui a vraiment explosé à cette époque-là, c'était les jeux de hasard et d'argent en ligne, au premier rang desquels, à cette époque-là, encore une fois, le poker en ligne. Aujourd'hui, parce que le stade était fermé et qu'il n'y avait pas de paris sportifs à l'époque. Aujourd'hui, on sait que c'est sur ce type de paris que notre attention doit se porter, avec tout de même une mesure à garder, même s'il faut rester concentré là-dessus. Je pense que ça ne fera jamais autant de morts que le tabac. Je pense que ça ne provoquera jamais autant de violence que l'alcool et très probablement que ça n'aura peut-être pas l'impact du cannabis sur des cerveaux en maturation. Mais grande vigilance là-dessus, ce d'autant que les parents sont très responsables de cette initiation aux jeux de hasard et d'argent sur le canapé en famille avant un match de la Coupe du Monde. Donc l'un des enjeux, c'est forcément la prévention. Béatrice Lambois, vous êtes conseillère scientifique en prévention et pilote du projet CPS à Santé publique France. Justement, quel travail menez-vous sur les stratégies de prévention ?
Mais justement, on voit que les chiffres sont très encourageants et l'idée, c'est vraiment de continuer encore tout l'effort qui a été entrepris ces dernières années. Donc, on travaille depuis plus de 20 ans sur les questions de prévention des conduites addictives. Donc, au départ avec l'INPS, puis maintenant Santé publique France. Alors, un des premiers enjeux, c'est vraiment de spécifier les stratégies d'intervention. Les spécifier en fonction de notre public. Donc, on va différencier vraiment les publics qui sont déjà consommateurs des publics qui ne sont pas encore consommateurs. Pour les publics qui sont déjà consommateurs, on va parler de prévention secondaire, donc toute la stratégie autour du repérage et puis des interventions précoces où là, on a un véritable enjeu pour intervenir le plus tôt possible. Et pour les publics qui sont consommateurs et qui rentrent dans une consommation régulière, une prise en charge adaptée. Donc avec différents dispositifs à la disposition de ces jeunes consommateurs. Donc les consultations jeunes consommateurs qui sont maintenant bien déployées sur tout le territoire. Les techniques de l'entretien motivationnel qui sont aussi de plus en plus utilisées. Donc c'est des techniques, des stratégies d'intervention qui ont fait leurs preuves. Et puis au niveau spécifiquement de Santé publique France et déjà de l'INPES, donc c'est tous nos dispositifs d'aide à distance, notamment Tabac Info Service. Et là, on travaille sur un outil numérique d'aide à l'arrêt du cannabis. Et puis en prévention tertiaire, donc quand il y a déjà consommation et risques autour des consommations, on va chercher à réduire justement ces risques. Donc on a réalisé ces dernières années des campagnes autour de la réduction des risques, comme la campagne Amis aussi la nuit. Donc ça, c'est toutes des stratégies de prévention auprès de publics qui ont déjà franchi un cap. Aujourd'hui, l'enjeu est justement d'intervenir en amont, donc avant qu'il n'y ait consommation, même avant, on espère qu'il y ait expérimentation, avec toutes des stratégies donc, de prévention primaire. Dans les stratégies de prévention primaire, que nous dit la littérature en termes d'intervention efficace? D'une part, qu'on peut agir sur l'environnement. Donc ça va être toutes les mesures législatives et réglementaires pour éviter l'accès aux produits. Aussi toutes les stratégies de communication autour de l'attractivité, puisqu'on parlait des problématiques d'alcool, mais il faut savoir que justement, un des enjeux, c'est tout ce qui est normes favorables autour de l'alcool encore, qui a vraiment à travailler. Donc ça, c'est au niveau du collectif. Et au niveau individuel et relationnel, on a en effet donc tous ces nouveaux programmes, donc nouveaux pourtant anciens au niveau international, mais encore nouveaux en France, qui visent à développer les compétences psychosociales. Donc, si j'ai un peu le temps... Oui, et justement, peut-être nous expliquer cette notion de compétences psychosociales. Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, de quoi on parle déjà? Donc, c'est les compétences psychosociales, en fait, tout le monde les connaît, puisque ce sont des compétences humaines. On peut aussi les appeler life skills, soft skills. Donc, ce sont des compétences de vie. On les regroupe autour de trois grands types de compétences. En premier, les compétences cognitives qui s'adressent donc à tout ce qui est autour des croyances, des pensées. On pense par exemple à tout ce qui est représentation de soi, estime de soi, la capacité à se fixer des buts, la capacité à résoudre des problèmes. Donc là, on est dans la sphère des compétences cognitives. Après, on a toutes les compétences psychologiques de nature plus émotionnelle, affective. On va trouver par exemple des compétences comme la capacité à mieux comprendre comment fonctionnent nos émotions. Là, il y a un véritable enjeu pour après pouvoir mieux les réguler. On a encore beaucoup d'idées reçues sur les émotions, notamment les émotions qu'on va essayer de plus appeler justement négatives, mais qu'on va essayer d'appeler désagréables, puisqu'elles ont toute une fonction. Et justement, c'est en apprenant à mieux les comprendre qu'on va pouvoir mieux les réguler. Et bien sûr aussi toute la capacité de gestion du stress. On sait qu'en ce moment, on est dans un environnement particulièrement tendu. Et donc, ces capacités de gestion du stress vont avoir toute leur utilité pour éviter justement d'avoir d'autres stratégies qui peuvent paraître intéressantes et facile, comme la consommation de substances, mais qui, in fine, nous mettent dans une plus grande difficulté émotionnelle, relationnelle et sociale. Donc là, on parlait des compétences émotionnelles, des compétences cognitives, et puis aussi toutes les compétences
sociales, donc autour de la capacité à communiquer positivement, à développer des relations bienveillantes, à savoir résoudre des problèmes de façon efficace et aussi à résoudre des conflits et à pouvoir s'affirmer de façon positive. Là, ça rentre aussi en ligne de compte, en particulier dans la consommation de substances. Pouvoir dire non quand on nous propose. Donc c'est toutes des compétences qui sont rarement travaillées, qui sont dépendantes de l'environnement. Et l'enjeu aujourd'hui est de pouvoir les explorer et les travailler dans un cadre éducatif. Donc il y a un véritable enjeu à travers des supports, des ateliers, des activités structurées qui ont fait leurs preuves et qui vont permettre de développer ces compétences clés, qui sont un déterminant commun donc, de la santé et de la réussite éducative. Ces compétences psychosociales, elles pourraient aider à résoudre bien d'autres maux de notre société, au-delà des addictions. Très concrètement, comment peut-on les développer? Vous avez un exemple concret à nous donner de mise en application dans les établissements, par exemple? On va rentrer plus en détail, mais concrètement, comment se présentent ces activités? Soit au niveau des programmes efficaces probants, en général, c'est une série d'activités, donc une série d'ateliers. Par exemple, on a identifié la vingtaine de compétences clés à développer et chaque atelier va travailler une de ces compétences. Donc, par exemple, si on va travailler sur l'estime de soi, on va travailler à partir d'activités très expérientielles. On n'est pas dans de la transmission. C'est là où les modalités pédagogiques vont changer, puisqu'on n'est pas dans la transmission, on est dans l'expérimentation. On va reproduire les conditions naturelles de développement, c'est-à-dire qu'on se met en situation, soit on évoque une situation passée qu'on va travailler. Par exemple, si on travaille sur la gestion du stress, on va voir quelles sont nos stratégies de gestion du stress qu'on utilise. Donc, on va identifier nos stratégies habituelles et puis on va expérimenter d'autres nouvelles stratégies qui, elles, sont reconnues pour être plus efficaces. Si habituellement, justement, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, on a tendance à aller à allumer une cigarette ou à aller consommer, on va essayer de questionner cette stratégie pour aller voir s'il n'y a pas d'autres façons plus optimales. Donc, par exemple, sur le stress, des activités de relaxation, de visualisation. Donc ça, c'est certaines techniques psychocorporelles, ou après on va aller sur des techniques plutôt d'aide, donc des techniques sociales, de demander de l'aide, échanger, apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc là, c'est plus les techniques émotionnelles. Bon, on va détailler tout ça juste après, en allant nous intéresser à ce qui se passe sur le terrain, justement. Mais avant cela, je vous propose de découvrir une chronique absente du dernier numéro, mais qui revient à la minute juriste qui vous est proposé par Raphaël Mata-Duvignon. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'émission. Dans le cadre de la lutte contre les comportements dépendants, le droit ne dispose pas, pour le moment, de dispositifs spécifiques au milieu scolaire et s'inscrit dans un ensemble plus large de prévention de la santé des jeunes. En se focalisant sur le temps scolaire, les normes juridiques ciblent essentiellement les produits ou objets toxiques dont la consommation ou l'utilisation sont proscrits ou limités à l'intérieur ou aux abords immédiats des établissements et durant les sorties et voyages. Concernant la prévention, le Code de la santé publique impose l'installation de messages sanitaires de prévention dans les établissements. Il appartient donc au personnel de direction de faire observer cette obligation et sa violation engage la responsabilité de l'État devant les juridictions compétentes. Concernant ensuite l'interdiction. Pour le tabac, la loi E20 du 10 janvier 1991 modifie le Code de la santé publique pour interdire de fumer, entre autres, dans les locaux scolaires, qu'ils soient couverts ou non, et tous ceux fréquentés par les élèves, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. La loi Santé de janvier 2016 y ajoute l'interdiction du vapotage. La consommation et l'introduction d'alcool dans les établissements sont aussi strictement interdites pour les élèves. Cela doit être expressément rappelé dans le règlement intérieur. Rappelons également que les tests d'alcoolémie ou de toxicomanie ne sont pas, en l'état, admis dans les établissements scolaires. Les stupéfiants ne sont toujours pas donc légalisés et le Code de l'éducation interdit en principe l'usage des objets connectés dans les écoles maternelles, élémentaires, au collège, sauf exception, afin de lutter notamment contre les addictions numériques. Puis le cas échéant, il appartient au chef d'établissement d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des élèves qui violent délibérément les interdictions rappelées précédemment.
Et concernant les objets connectés, une confiscation temporaire est envisageable. Sur le plan pénal, des contraventions de 3e classe s'appliquent aux fumeurs récalcitrants, de 4e classe aux responsables des lieux qui favorisent sciemment la violation de cette interdiction, et de 2e classe pour les vapoteurs. Le code pénal réprime aussi par des amendes et des peines de prison le fait de provoquer directement des mineurs soit à la consommation excessive, soit à la consommation habituelle d'alcool. Ces peines étant doublées lorsque les faits sont commis dans l'espace scolaire. Concernant les stupéfiants, des sanctions pénales s'appliquent également. Outre ces mesures contraignantes, la communauté éducative dispose d'autres instruments pour éviter d'exposer élèves et personnel à un danger. Il en va même de la responsabilité du chef d'établissement. Le Code de l'éducation permet à ce dernier, par exemple, d'interdire temporairement l'accès aux locaux à toute personne susceptible d'entraver le bon ordre et de porter atteinte à la sécurité. Dans certaines circonstances, l'élève sera pris en charge par les personnels chargés de la santé scolaire. Et ces mêmes personnes, dans certaines situations, peuvent être exceptionnellement déliées du secret médical. En outre, il revient au chef d'établissement d'effectuer tous les signalements ou appels nécessaires à la famille, aux services de secours, de police, à la gendarmerie ou aux services de l'État et des collectivités territoriales compétentes en protection infantile pour la prise en charge adaptée des élèves. Enfin, le juge des enfants peut intervenir en matière d'assistance éducative lorsque l'action ou l'abstention des parents met en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'élève, ou encore lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises. On le voit, malheureusement, le droit a encore quelques longueurs de retard sur le traitement préventif des addictions. Bien, merci beaucoup Raphaël Mata-Duvigneau pour cette Minute Juriste. Nous allons pouvoir poursuivre sur notre sujet du jour, à savoir celui des addictions. Christophe Marcelier, vous êtes IGESR. Comment s'empare-t-on de cette problématique des addictions ? Je crois que comme on l'a bien compris à travers l'intervention de Nicolas Pris, qu'il s'agit vraiment d'une question de santé publique qui est extrêmement importante. Donc il y a pour les personnels de l'éducation nationale à être informés, formés et sensibilisés. C'est parce qu'il y a une conscience très vive des enjeux de ce sujet qu'on se mobilise, mais si on a un minimum d'information et un minimum de formation aussi. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a plusieurs éléments à préciser. Tout d'abord, quand on parle de conduite addictive, qu'est-ce qu'il y a précisément comme enjeu sur le plan de la santé pour les élèves, sur le plan de la réussite scolaire, de tout leur avenir, et puis pour les personnels, trouver les moyens de les sensibiliser à gérer, à appréhender la réalité de ce que sont ces risques-là. Et donc, il faut forcément aller sur le terrain maintenant des compétences psychosociales parce qu'on est en train de mesurer combien ces compétences-là permettent d'intégrer ces problématiques d'addiction, mais pas uniquement, beaucoup d'autres problématiques. Et la connaissance qui s'est développée sur les compétences psychosociales nous permet de développer une autre approche qui n'est pas forcément uniquement centrée sur les conduites addictives, mais qui va avoir de l'impact sur les conduites addictives. Et là, sur cette question de la formation aux enjeux des compétences psychosociales, finalement, eh bien, il faut aller sur le terrain de la question du risque, comment on se comporte dans le rapport au risque. Et la notion de vulnérabilité, tout à l'heure, a été évoquée. Il s'agit de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que pour un jeune d'être vulnérable à ces risques liés aux addictions, mais aussi à d'autres risques, finalement, puisque les compétences psychosociales vont permettre de développer un certain nombre de protections et de conscience vis-à-vis des risques qui se sont développés dans la société depuis un certain nombre d'années. Ensuite, on voit bien le lien aussi qu'il y a avec ces compétences psychosociales et le bien-être qui est, par définition, il y a une forme de consensus actuellement entre médecins, chercheurs sur cette définition, qui est la capacité à maintenir un état de satisfaction des besoins physiques et psychologiques de manière optimale. Et là, ça oblige, si on veut s'emparer de ces sujets-là actuellement, on se rend bien compte qu'il faut aller sur le terrain du bien-être. Il faut aller sur la réflexion sur les conditions qui favorisent le bien-être à l'école et dans la vie en général des jeunes. Et donc,
Donc c'est les former à des compétences, mais aussi c'est les former à une réflexion sur leur propre bien-être. Donc on voit bien qu'il y a un double travail à mener dans l'éducation nationale, qui est celui de former les jeunes, mais aussi celui de former les personnels, parce qu'ils vont avoir besoin d'un certain nombre de connaissances, mais aussi eux-mêmes d'avoir un certain nombre de maîtrises de leurs propres compétences psychosociales pour aller sur le terrain des pédagogies que Béatrice Lambois évoquait, qui sont des pédagogies actives, expérientielles, des pédagogies où on amène les jeunes à se projeter dans des situations à risque qu'ils ont vécues et ou qu'ils pourraient être amenés à vivre. Et ça, pour des enseignants qui sont invités à faire de la formation de compétences psychosociales, c'est nouveau, parce qu'on n'est pas dans le champ des compétences disciplinaires. On est sur un terrain qui est nouveau, qui est le terrain de compétences qui finalement sont des compétences comportementales, qui sont à la fois cognitives, sociales et émotionnelles, comme le disait Béatrice Lambois, mais qui du coup ont des spécificités. Ce sont des compétences qui s'acquièrent dans la durée, pour lesquelles on n'a jamais fini d'apprendre, qui sont spécifiques, complexes, qui sont difficiles à évaluer. Donc on voit là un certain nombre de critères qui montrent qu'il s'agit de compétences complexes, mais paradoxalement, et c'est peut-être ça le paradoxe de ces compétences-là, c'est que nous, adultes, nous les avons acquises dans notre famille. On peut les acquérir de manière, je dirais, entre guillemets, relativement simple, bien qu'elles soient complexes, tout simplement en abordant les sujets de manière réelle, authentique, de situation, par projection, par jeu de rôle. Dans ces pédagogies expérientielles notamment, il y a la question des jeux de rôle, de placer les jeunes en situation d'être face à des risques de manière un peu virtuelle ou non réelle, pour voir comment ils se comporteraient, quelle stratégie ils mobiliseraient, qu'est-ce que ça convoque en eux. Et donc ce sont des pédagogies nouvelles. Alors, un certain nombre d'associations, on va peut-être y revenir tout à l'heure, ont des intervenants qui sont spécialisés, experts, mais ce sont des sujets qui sont tout à fait à la portée des enseignants, si on les forme, si on les informe, si on les sensibilise et si on les forme. Justement, j'allais vous interroger sur les partenaires à mobiliser pour atteindre ces objectifs. Alors, les partenaires sont nombreux. Il y a bien sûr, pour moi, le premier des partenaires, ce sont les parents. C'est-à-dire qu'il faut absolument, c'est le dessous de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'il y a des départements comme les Alpes-Maritimes, un département dans lequel un médecin avec une équipe autour d'elle a développé un certain nombre de pratiques pour former les parents. En l'espace d'une dizaine d'années, je crois que c'est 700 à 800 familles qui ont été formées dans les Alpes-Maritimes aux compétences psychosociales pour que ces familles, ces parents puissent eux-mêmes former leurs enfants, en tout cas les sensibiliser. Parce qu'effectivement, on voit bien que la fracture sociale qu'il y a et la précarité que vivent certaines familles font qu'elles ne sont pas forcément disposées, elles ne sont pas ni disposées ni prédisposées à pouvoir sensibiliser leurs enfants aux risques qu'ils vont se présenter à eux. Et il y a là un sujet qui est extrêmement sensible, puisque c'est d'une certaine manière la double peine pour ces jeunes-là. Ils vont avoir des difficultés d'intégration sociale et scolaire, et en même temps d'être beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables face aux risques d'exposition à ces substances psychoactives, aux différentes addictions dans lesquelles ils peuvent tomber. Donc ça, c'est le premier des partenaires, les parents. Deuxième partenaire, on voit bien que sur la question des vulnérabilités, il y a tout le champ de la protection de l'enfance qui s'est développé. Donc il y a tout le champ de l'aide sociale à l'enfance qui peut être mobilisé et qui est mobilisé dans de nombreux territoires. Et puis aussi, puisque c'est un terrain sur lequel on peut aller sur le judiciaire, toute la protection judiciaire de la jeunesse qui est active et qui est mobilisée, notamment dans des territoires où il y a véritablement beaucoup de trafic, où il y a des relations qui se sont installées étroites entre l'éducation nationale et la PJJ. Ensuite, on voit bien qu'on travaille avec la PJJ, la Mildeka, qui une entité, un organisme qui a des savoir-faire, une expertise qu'elle peut apporter à différents acteurs pour pouvoir renforcer notamment ces partenariats. Après, il y a d'autres partenariats comme les missions locales, les associations qui ont un rôle majeur à jouer parce qu'effectivement, dans les associations, on va trouver des personnes qui sont très engagées, des militants et des experts aussi qui ont l'habitude de parler de ces sujets et qui ont la formation. Merci Christophe Morcelier. Foulée-Coïta, on va s'intéresser justement au terrain, à votre expérience de principale adjointe du collège intercommunal Myriam Makeba, Aubervilliers-Saint-Denis. Je vous voyais acquiescer sur ce que disait Christophe Morcelier, notamment sur le rôle des parents. Est-ce que vous constatez en même temps le recul sur les chiffres qui étaient présentés au début par Nicolas Pris ?
Alors, c'est compliqué pour nous de constater ce recul-là sur le terrain, hein, mais en revanche, oui, j'ai acquiescé totalement sur le fait que les parents doivent être partie prenante de cette phase de prévention. Dans le sens où, pour revenir au collège Myriam Makeba, faut savoir que nous, en tant que personnel de direction, notre objectif premier, c'est assurer la sécurité des élèves, certes, mais assurer aussi leur grande réussite scolaire. Et cette réussite scolaire, elle demande un préalable, c'est le fait qu'ils se sentent bien au sein de l'établissement. Et pour cela, on a compris assez rapidement qu'il y avait effectivement ces compétences psychosociales à développer. On a rédigé un projet d'établissement qui s'est appuyé grandement sur le projet académique de l'Académie de Créteil, qui fait un de ses axes principaux, le bien-être des élèves est un de ses axes principaux. Et nous, on s'est beaucoup appuyé là-dessus. On a donc pu développer, avec l'appui de l'infirmière scolaire, un programme, le programme Unplugged, qu'on a proposé à plusieurs classes de la même cohorte. Donc ça a demandé des heures supplémentaires pour pouvoir le mettre en place. C'est un programme qui est assez intense, mais qu'il a fallu aussi adapter aux équipes parce qu'il fallait quand même qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils puissent aussi en prendre conscience parce que l'infirmière nous avait dit quelque chose d'assez étonnant après avoir fait la première réunion avec les équipes, c'est que beaucoup d'enseignants découvraient la terminologie compétences psychosociales. Ils ne l'avaient jamais entendu avant. Or, moi, en tant que personnel de direction, c'est vrai que je me retrouve parfois à devoir résoudre des incidents plus ou moins graves avec la nécessité de faire venir des familles parce que, éventuellement, il va falloir que je sanctionne. Et il s'en est trouvé que ce temps d'échange avec les familles, que souvent je vais scinder en 3 temps, c'est-à-dire famille avec l'élève, ensuite je fais sortir l'élève, je ne reçois que la famille et ensuite on fait re-rentrer l'élève, c'était un temps où on travaillait ces compétences psychosociales et on faisait aussi prendre conscience aux familles de l'importance de travailler ces compétences psychosociales et effectivement elles ne sont pas forcément prédisposées à les travailler avec leur enfant. Donc on était dans la gestion après la crise. Donc il fallait qu'on investisse le volet prévention. On a la chance, nous, d'avoir une instance qui est le CESCE, le Comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement maintenant, qui est vrai qu'il est une instance au sein de l'établissement. On l'a même, nous, à l'Académie de Créteil au niveau départemental. Et c'est vrai que c'est l'occasion d'échanger avec tous les membres de la communauté scolaire pour mettre en place ce type de programme-là. On a eu vraiment l'adhésion de tous parce que travailler ces compétences-là nous paraissait effectivement essentiel, mais avec tous les élèves. Et ça a été d'abord une expérimentation avec une cohorte, parce que les incidents, c'est lié au fait que les élèves doivent apprendre à se respecter, ils doivent apprendre à communiquer, ils doivent apprendre à gérer leurs émotions, à identifier ces émotions-là, les nommer, les comprendre, les accepter et trouver des stratégies pour y répondre. Parce que généralement, ils y répondent avec les moyens dont ils disposent. Donc, leur apprendre ça, c'est un travail qui est long, qui est extrêmement long, qui demande effectivement des personnels formés, qui prend du temps, mais dont on a vu, nous, les effets assez rapidement au sein de l'établissement. Vraiment. La cohorte qu'on a cette année est, pour le moment, je regarde les chiffres progressivement, mais celle qui pose très peu de problèmes, qui réussit le mieux scolairement, où on voit qu'il y a aussi une ambition scolaire qui est plus importante, où les relations entre les pairs sont bonnes, où les relations avec les familles aussi sont maintenant étroites, elles sont construites, et il y a une vraie confiance et un lien qui se tisse, on voit la différence. On cherche à l'étendre. Et en tant que personnel de direction, je ne veux pas non plus, moi, m'isoler. J'ai besoin de travailler avec d'autres personnes pour croiser les regards et travailler aussi avec mes collègues des autres établissements. Donc, on a créé un groupe de travail sur cette question-là pour essayer d'étendre la formation des personnels et d'essayer d'inscrire les compétences psychosociales, nous, comme un objectif dans notre projet d'établissement et dans notre projet de district. Alors comment cette nouvelle donne a été accueillie par les personnels ? Combien
d'enseignants ont été formés dans votre établissement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une majorité ou encore une minorité? Alors, c'est toujours en cours de formation. Il y en a quelques-uns qui ont pu être formés. Un autre partenaire, nous, qu'on a eu, c'est quand même les collectivités territoriales, donc un peu, et la mairie et le conseil départemental, parce qu'ils avaient des agents formés sur la question. Donc, on y a pu associer quelques enseignants et des personnels de vie scolaire. Mais nous ne sommes qu'au début. Il y a encore beaucoup à faire. Encore une fois, ça demande beaucoup de temps. Et puis, ça demande aussi à chaque professionnel de changer aussi de perspective. Se dire que oui, on peut terminer le programme, mais l'idée c'est de terminer le programme et que les élèves soient en réussite. Et pour ça, effectivement, il faut aussi déjà qu'ils se sentent bien et qu'à certains moments, ils ne se sentiront pas bien. Typiquement, comment on gère son émotion quand on a une évaluation qu'on a ratée, comment on gère ses émotions quand on est pendant l'évaluation, quand on a donné une mauvaise réponse. Tout ça, ce sont des choses à travailler. C'est très long. Mais les personnels comprennent tout l'intérêt de la démarche parce qu'ils commencent à en voir les effets. Et les parents ? Les parents aussi. Alors les parents, ça a bien fonctionné. Ça fonctionne bien lorsqu'on est en entretien individuel avec les familles sur des cas précis. Mais là, encore une fois, on est dans la gestion de l'après. Pour l'avant, on consulte les représentants de parents, notamment à travers le projet d'établissement. Il y a aussi au sein de l'établissement une expérimentation qui est menée autour des conseils de classe. Qui se déroule tout autrement, où là, c'est l'équipe pédagogique qui invite des élèves pour les remotiver. Lors de la remise des bulletins, c'est l'élève lui-même qui présente son bulletin à ses parents, qui lui explique, etc. Donc, c'est vrai qu'il a fallu, pour les parents, un petit temps d'adaptation, parce que le classique rassure, ce qu'ils connaissent les rassure aussi, mais encore une fois, là on est au début de l'expérimentation, ça fait 1 an. En tout cas, on voit qu'on a toujours leur confiance pour poursuivre l'expérimentation. Nicolas Pris, sur les chiffres que vous évoquez tout à l'heure, on voit un progrès, mais pour autant, comme le disait Madame, le combat est encore long finalement. On n'est qu'au début de la progression vers la lutte contre les addictions. On passe d'une logique, on en parlait juste un petit peu avant entre nous, mais où une partie de la pédagogie reposait sur la mise en évidence quand même des faiblesses des uns et des autres. Là, c'est plutôt s'appuyer sur les forces de chacun, se rendre plus fort, se donner la force d'aller plus loin ensemble, être mieux avec soi-même, mieux avec les autres. C'est ça qui fait que pour des jeunes élèves aujourd'hui, on gagne sur l'ensemble des conduites à risque, on gagne sur la réussite éducative et on gagne sur le climat scolaire, ce qui est absolument fondamental. Donc, mais je mets l'accent sur le fait qu'auparavant, s'agissant des conduites addictives qui constituent une des conduites à risque qui est impactée positivement par ce type de programme, on donnait de l'information. On disait, c'est dangereux de fumer, tu vas avoir un cancer bronchopulmonaire à 45 ans. Alors ça, c'est un genre de risque dans lequel un gamin de 12, 13, 14 ans ne peut absolument pas se projeter. La science nous le dit. C'est vraiment impossible. Par contre, ça n'exclut pas, me semble-t-il, en complément des programmes de renforcement des compétences psychosociales en direction des jeunes, d'avoir une action, j'allais dire, et pour reprendre le propos de Christophe Marcelier tout à l'heure, d'avoir quand même un peu de l'information et de la formation aussi sur ce type de risque qui justifie quand même l'action aussi et qui, vers les adultes, les personnels enseignants, l'encadrement, de façon à ce qu'on ait une cohérence d'action. La cohérence d'action, c'est travailler sur les compétences psychosociales envers les jeunes et c'est quand même être un peu conscient et lutter contre un certain nombre de représentations et d'idées reçues que chacun d'entre nous avons sur le sujet. En particulier, la banalisation de l'usage du cannabis, elle n'est pas venue comme ça spontanément. C'est aussi parce que chacun, à son époque, avait du cannabis pas très dosé, parce qu'il s'en est sorti, etc., qu'il y a eu aussi une tendance, j'allais dire, à se dire tout ça n'est pas très important. Idem pour les premières clopes. Enfin, on le voyait très bien, vous le disiez aussi, monsieur, s'agissant de l'aide sociale à l'enfance, des travailleurs sociaux, souvent la cigarette, ça a été perçu à un moment comme une récompense vis-à-vis des jeunes les plus en difficulté. Un éducateur pouvait aller fumer une cigarette avec un jeune en disant « Allez, tu t'es bien comporté aujourd'hui, on va s'en griller une ensemble ». C'est des postures très nouvelles aussi là, mais qui reposent sur une conscience plus précise des risques
que prennent éventuellement les jeunes. Et voilà, je suis sur un abandon de ses propres représentations pour l'ensemble des acteurs du monde éducatif. Il y a un sujet aussi, c'est celui des effets de mode. On le voit en ce moment avec les cigarettes électroniques, dont une partie de la vente a été proscrite. Aujourd'hui, c'est aussi un des enjeux de ces effets de mode qui peuvent être véhiculés par les réseaux sociaux ? Oui, il y a plusieurs effets de mode. Alors vous avez tout à fait raison de citer les cigarettes électroniques, et en particulier les dispositifs jetables, pour ne pas les nommer, qui sont une ineptie sur le plan de la santé publique et sur le plan environnemental. C'est parmi les mauvais chiffres des enquêtes que je citais tout à l'heure, c'est la progression de ce type de dispositif. On l'a vu aussi avec le protoxyde d'azote, qui est quelque chose qui jonche les trottoirs de certaines villes parce que facile à se procurer. Oui, et parce que ce gaz soi-disant hilarant, et a une bonne réputation aujourd'hui auprès des jeunes, alors on chiffre aujourd'hui par centaines les complications neurologiques graves qui sont provoquées par cela. Donc il faut aussi le dire ça aux adultes pour qu'on transmette un peu ce type de message. Donc il y a effectivement des effets de mode. Mais il ne faut pas que ça nous fasse perdre de vue les 75 000 morts du tabac, les retards scolaires dus au cannabis et les vies qui sont foutues par ça, et puis, encore une fois, les complications sanitaires, sociales et en termes de violence de l'alcool. On est vraiment sur des dimensions différentes. Ça, je pense que c'est très important de se concentrer quand même sur les grosses priorités de santé publique, c'est quand même celle-là. Après, on a des inquiétudes avec la cocaïne et les autres psychostimulants qui arrivent en masse. Il y a une recherche aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la fête, dans le monde de la performance au travail, dans le monde de la performance sexuelle, d'avoir des produits psychostimulants. Les pays d'Amérique centrale et du Sud qui en produisent en ont jamais autant produit. Bon, j'étais heureux de voir aujourd'hui qu'on avait démantelé un méga cartel qui approvisionnait vraisemblablement pour près d'un tiers l'Europe tout entière en cocaïne. Donc la lutte, ça passe aussi par tout ça. Mais il faut être vigilant sur tout cela, mais pas perdre de vue des grands objectifs qui restent majeurs en termes de santé publique. Ouais, ça m'a amené une autre question, justement. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un report, parfois des baisses de consommation de substances dites un peu douces, même si, encore une fois, le tabac et le cannabis ne sont pas doux du tout, mais vers des substances beaucoup plus dures? Alors les chercheurs nous disent non, c'est pas du tout évident cette histoire du report d'un produit sur l'autre. En réalité, quand on voit l'augmentation du vapotage chez les plus jeunes, c'est souvent aussi des jeunes qui fument. Donc c'est pas un report Néanmoins, je reste très prudent sur le vapotage parce qu'on sait aussi que ça peut faire rentrer dans des consommations de tabac ultérieures. Mais non, a priori, je pense que globalement, ces chiffres montrent que grâce notamment à des programmes type compétences psychosociales, une partie de notre jeunesse, et quoi qu'on en dise aujourd'hui, quel que soit le discours ambiant, va un peu mieux. Béatrice Lambois, vous voulez compléter sur cette question? Oui, justement, je pense qu'on est en train de vraiment prendre conscience des stratégies qui fonctionnent et ça fait vraiment plaisir d'entendre les résultats, tant au niveau des chiffres nationaux qu'au niveau du vécu au sein des établissements. Et cette prise de conscience, elle est maintenant globale. Donc, en termes d'évolution de stratégie, c'est vrai qu'on est passé d'une stratégie de prévention primaire qui était vraiment tournée vers les messages, vers le risque. Donc, c'est important je rebondis, de maintenir cette connaissance du risque, notamment sur des produits qui ont encore une image positive. Moi, j'insiste sur l'alcool, qui a encore une image très positive, où là, il y a encore besoin d'apprendre, d'avoir des connaissances dessus. Mais on s'intéresse de plus en plus à ces déterminants. Ces déterminants, donc notamment ces compétences qu'on a évoquées. Et on est en train de faire évoluer la stratégie d'intervention. On est passé d'une phase d'expérimentation, à peu près pendant 10 ans, entre 2010 et 2021, on était en expérimentation de programmes. On voit que d'un point de vue de chiffres, d'un point de vue de ressenti, alors à la fois c'est compliqué, mais à la fois, si on prend du recul, on observe des résultats assez rapidement. C'est-à-dire que les relations changent. C'est un peu ce que vous évoquez. Le vécu, le climat scolaire, les résultats scolaires. Donc, à la fois, c'est
hyper efficient, on pourrait dire. Hein. Et puis, on dit, oui, c'est compliqué, mais à la fois, c'est 12 ou 14 séances selon les programmes. Donc, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'investissement et aux résultats à long terme? Donc, c'est peu. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Donc, ce que c'est important d'évoquer aujourd'hui, c'est que de cette phase d'expérimentation, on rentre dans une phase de déploiement. C'est pour ça qu'on en parle encore plus. Depuis cet été, on a une instruction interministérielle, donc portée par la santé, mais avec 8 ministères qui ont signé cette instruction qui vise à déployer sur tout le territoire ces compétences psychosociales et ces formations avec un objectif très très ambitieux à 15 ans, qui est que chaque enfant soit formé à ces compétences psychosociales. Donc ça cible les enfants de 3 à 20, les jeunes de 3 à 25 ans, mais aussi, et ça on pourra rebondir dessus, tous les adultes qui entourent l'enfant. Donc on a évoqué les parents, mais aussi les enseignants, le personnel administratif de santé, pour que ces compétences soient déployées. Donc on a cette instruction qui est en ligne, je pense que la référence sera donnée, et à côté de cette instruction qui donne les grandes lignes et qui va être déclinée sous forme de feuille de route dans chacun des ministères, donc notamment l'éducation nationale, on va avoir des supports nationaux, donc ça c'est le travail de Santé publique France, qui va produire donc des référentiels, des guides, des supports en ligne pour accompagner ce déploiement national et ces formations qui vont avoir lieu. Donc il va y avoir des formations autour de programmes, mais il va y avoir aussi, donc là c'est un peu la révolution, des formations à la fois continues et initiales à ces compétences psychosociales. Donc là il y a vraiment un mouvement qui est lancé. Donc les premiers supports sont en ligne avec l'idée de faire une culture commune et de mieux s'approprier. On voit que c'est un terme qui, nous, dans notre environnement, devient très présent, mais dès qu'on sort et qu'on échange comme ça simplement, c'est pas encore un terme connu. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse s'en emparer. Donc, dès l'année prochaine, on va lancer une stratégie aussi de communication et de plaidoyer pour mieux s'approprier ces compétences qui sont, on l'a vu, au cœur de la réussite éducative et déterminant majeur de la santé. Là, vous venez de donner un objectif, celui des 15 ans. Oui. Y en a-t-il d'autres intermédiaires, tant qualitatifs que quantitatifs? Là, c'est un objectif général à 15 ans. Donc, on est sur une stratégie qui est très, très ambitieuse. Et on a aussi des objectifs chiffrés. Donc là, qui vont cibler, donc, dans les chiffres, les thématiques retenues, on a le tabac, la santé mentale, le climat scolaire, donc on touche à peu près tout, et la réussite scolaire. On a des feuilles de route à 5 ans, donc ça veut dire qu'il va y avoir des premiers résultats qui vont tomber aussi à 5 ans. Et l'idée, vraiment, est d'embarquer tout le monde, en fait, et de cibler à la fois les enfants, mais aussi les adultes. Et là, je rebondis sur le fait que c'est une problématique qui est particulière, puisque l'apprentissage se fait aussi par l'observation et par le partage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adultes ne vont pas être dans une posture uniquement de transmetteurs d'informations, mais vont être aussi vecteurs d'une certaine posture. Et vous l'avez commencé à l'évoquer. C'est-à-dire que c'est par l'observation, essentiellement. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est par l'expérimentation, mais en premier par l'observation. C'est-à-dire que si l'adulte lui-même a une capacité de gestion du stress ou a une communication qui renforce, qui valorise, naturellement, dès le plus jeune âge, et même après, l'enfant va rentrer dans cette façon de fonctionner. On parle beaucoup de bienveillance, mais la bienveillance, elle a besoin d'être expérimentée. On ne peut pas l'imposer. Donc, c'est-à-dire que, et là, le rôle de l'adulte, de l'éducateur, de l'enseignant est essentiel. C'est-à-dire que, naturellement, si on va vers une communication qui est valorisante, qui renforce, qui renforce aussi l'estime de soi, alors ça peut embarquer beaucoup plus facilement, quoi. C'est un peu l'hypothèse qu'on fait, que la difficulté qu'on a aujourd'hui quand on est en phase d'expérimentation très, très focalisée, en fait. Et si alors je vais faire l'avocat du diable, si l'hypothèse ne se vérifie pas? Alors, quand je dis l'hypothèse, c'est au-delà d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'on a énormément de recul, en fait. Là, on parle de nouveautés, parce que du coup, on a un historique particulier aussi en France, mais ces programmes-là, ces stratégies d'intervention sont largement développées et
étudié depuis 40 ans. Donc, on a un nombre de données important et on a un nombre important de programmes de par le monde. Donc, on a énormément de recul. L'enjeu, là, est vraiment de passer d'une phase d'expérimentation à une phase de déploiement. Je dirais que c'est là où, en ce moment, on est en train de se chercher comment pouvoir faire bénéficier à tous, et non pas à quelques-uns, de ces interventions-là qui sont essentielles, et comment faire rentrer ces interventions dans les dispositifs de droit commun. C'est plutôt cette transformation de l'éducation qui est en jeu, en fait. Christophe Morsoli, on voit bien qu'il est important, voire prédominant de s'emparer du sujet, peut-être par crainte aussi de voir fleurir d'autres structures qui seraient moins compétentes pour s'en emparer. Tout à fait. Moi, je pense on voit bien à travers ce qui a été dit qu'il s'agit d'un enjeu majeur à la fois pour la santé des jeunes, leur réussite, leur bien-être. Il y a des enjeux de paix sociale aussi, de capacité à avoir un vivre ensemble apaisé. Et donc l'école est véritablement le lieu où on a la garantie de pouvoir former tout le monde. C'est pour ça que l'école a un rôle majeur à jouer. Et en plus, à l'école, nous avons, en termes de valeurs, de repères, un certain nombre d'éléments qui, en termes de respect de la laïcité, de veille par rapport à des dérives possibles concernant des intervenants qui pourraient ne pas prendre la mesure de la réalité des enjeux, on a des garanties, d'où l'importance qu'à l'école, ce soit aussi beaucoup des enseignants qui s'emparent de ces sujets-là. On sait, la recherche l'a montré, que lorsque ce sont des enseignants qui sont formés, ils ont une efficacité importante, parfois plus importante que lorsque ce sont des personnes extérieures. L'école doit absolument sensibiliser, former, créer des manifestations pour sensibiliser tous les acteurs qu'il y a à l'école et autour de l'école. Et on voit bien, ça a été dit, c'est tout un environnement à créer. Tout un environnement pour que le jeune... très tôt, dès l'école maternelle, puisse baigner dans une nouvelle attention. Une attention et une formation à ce qui doit relever d'un autre rapport au risque, d'un autre rapport au monde, d'un autre rapport à soi-même aussi, d'une certaine manière, en tant qu'enfant. Et pour cela, ça suppose une qualité de la communication. Parce que qui dit rapport, qui dit relation à un objet ou à autrui, puisqu'on voit bien que l'un des enjeux, c'est la relation aux autres aussi dans le rapport au risque, ça dit aussi une qualité de la communication. Et dans les compétences psychosociales, il y a la question de la communication qui est centrale. Alors, on va avoir besoin de développer des formations d'initiatives locales, de mettre en place des projets d'école, des projets d'établissement qui se donnent comme axe fort de mettre des moyens pour, dans la durée, par tout un environnement d'action, des pratiques qui vont permettre, par leur fréquence, parce que ça, la recherche l'a bien montré, il y a la question de la durée, de la fréquence, qui rentre en ligne de compte. Et puis aussi peut-être, puisqu'on a un certain nombre de programmes à l'international qui existent, peut-être des adaptations, il y a peut-être aussi des programmes un peu nouveaux à inventer. Les IREPS en France ont fait tout un travail là-dessus, ils ont créé, il y a eu le dispositif PRODAS là, qui était mis en œuvre notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans d'autres départements, qui montrent aussi des résultats. Je pense que avoir un discours positif, comme ça a été dit, transmettre, comme l'a fait Nicolas Pris dans cette émission, un certain nombre de résultats positifs qui montrent qu'on a des résultats. C'est extrêmement encourageant et c'est mobilisateur d'une certaine manière. Et donc ça, c'est de se mettre sur une pente positive en se disant qu'on va avoir besoin pendant des années de poursuivre ce travail-là, parce que on n'éradique pas tout un domaine, un pan de la société qui tourne autour des addictions, qui s'inscrit dans une société du profit aussi, qui alimente un certain profit. Il faudra des années pour éradiquer tout ce dispositif, tout ce paradigme qu'il y a. Donc, Et alors sur l'objectif, encore une fois, de 15 ans annoncé par Béatrice Lambois, je vais y arriver, y a-t-il un plan de formation qui va être déployé dans le même temps pour que l'ensemble du corps enseignant puisse se former à ces questions-là ? Alors, il y a l'instruction ministérielle qui a engagé notamment la DGESCO à signer cette instruction interministérielle. On imagine qu'avec l'arrivée du nouveau ministre, il y a certainement un temps pour que les choses se fassent et s'installent, se créent, se mettent en place, que on est à l'échelle quand même
d'une organisation qui compte 12 millions d'élèves, voilà, donc 1 200 000 personnes. Donc, il faut imaginer que mettre en place un programme qui engage 100 personnes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais nécessairement, il y a un moment donné où, et on le voit déjà, beaucoup d'académies se sont emparées du sujet, beaucoup d'établissements. Mais à l'échelle de la DGESCO, là, c'est le ministère qui va prendre la décision et qui va être maître d'œuvre de toute façon. Et puis l'idée aussi, c'est comme vous le dites, que les établissements s'en emparent. Ça a été votre cas. Foulé Koïta, est-ce que justement vous vous êtes dit, tiens, on va prendre aussi de l'avance, nous, de notre côté, pour anticiper ces questions-là? Oui, absolument, et pour plusieurs raisons, notamment celle que vous évoquez sur la nécessité de former les personnels. Parce que, au-delà des programmes on a mis en place le programme Unplugged au sein de l'établissement, mais au-delà des programmes, c'est permettre aussi aux enseignants de se former, ensuite d'être plus autonomes, de s'approprier aussi eux-mêmes certaines compétences pour pouvoir les appliquer au quotidien. Parce qu'il y a aussi ce qu'ils font au quotidien dans leur classe, la façon dont ils communiquent avec les élèves. Moi, je suis arrivée dans un établissement où, je vous assure, la première chose qui m'a étonnée, c'est le calme qui régnait. Le fait que les enseignants n'osent pas le ton sur les élèves, ça change tout. Même face à un enfant en crise. Et finalement, appliquer presque des méthodes qu'on fera avec des tout petits. C'est-à-dire celui qui s'énerve, si on crie, il va crier d'autant plus et ça ne fonctionne pas. Et le fait d'appliquer cette méthode-là et de leur donner des espaces de parole, parce que les élèves, souvent, c'est ce qui leur manque, c'est souvent le fait qu'ils ont peu d'interaction avec les adultes. Ils manquent de ce temps-là, parce que les adultes sont occupés, parce que c'est compliqué. Et leur permettre ça, de parler, de les écouter, même si parfois c'est un peu long, finalement, c'est du temps qu'on gagne après, vraiment. Et ça, quand l'enseignant, et pas que l'enseignant, tous les personnels le mettent en œuvre, parce que c'est aussi toute la vie scolaire. On a cette chance, nous, d'avoir en France le principe de vie scolaire. On a aussi les agents qui jouent un rôle, mais vraiment crucial, parce qu'ils ont le temps de discuter avec les élèves. Ils prennent le temps d'échanger avec les élèves, justement pour revenir sur certaines situations qu'eux ont observées de l'extérieur, etc. Donc c'est vrai que mobiliser toute la communauté scolaire, renforcer le rôle des représentants de parents, qui vont aussi être des conseils vis-à-vis des autres parents quand on est dans des situations un peu plus complexes aussi, pour un peu vulgariser notre discours, le rendre aussi un petit peu plus accessible, c'est totalement essentiel. Donc vraiment, il y a tout ça qu'on essaye de déployer. On y réfléchit ensemble au sein du CESCE, certes, mais aussi dans les autres instances. Et puis, à l'occasion d'autres concertations, on discute de ces sujets-là. Mais vraiment, il y a une vraie question de la formation et de tous les personnels et de nous, personnels de direction également. Vraiment. L'idée, c'est quoi? C'est discuter plutôt qu'interdire, expliquer plutôt que punir? C'est que justement, ce qui est intéressant dans les compétences psychosociales, c'est qu'on laisse l'élève parler, il nous explique sa logique. Il nous explique pourquoi il en est venu à réagir ainsi, pourquoi il tient un tel propos. Et ensuite, on refait la scène avec lui. Et on lui demande s'il n'a pas d'autres solutions à nous proposer. Et vraiment, ce sont finalement des techniques, des stratégies de communication et de négociation même que j'ai maintenant, moi, avec les élèves que je reçois dans mon bureau pour des faits parfois très graves. Ils sont capables alors, quand vous leur posez des questions, quand vous réfléchissez, quand on est dans un cadre plus apaisé, de vous proposer des solutions auxquelles vous-même, vous n'auriez pas pensé. Ça me fait penser aussi, par ailleurs, on déploie le programme phare. C'est un peu pareil, ils sont capables de vous proposer des solutions qui fonctionnent très bien. On dit très bien, la prochaine fois, tu mettras ça en œuvre. Très bien, on repart. Et puis, il y a toujours un autre incident qui se produit. Mais là, il a développé cette stratégie-là et ça marche. Mais ça demande des espaces de parole, des temps de parole, vraiment. Ouais. Christophe Morcelet sur cette nouvelle stratégie. Oui, la remarque de Mme Koïta est fondamentale sur le fait que, en voulant former aux compétences psychosociales, on soit obligé de créer des espaces de parole. Ça va changer considérablement la relation entre enseignants et élèves, entre personnel et élèves, parce que les élèves vont avoir la possibilité de disposer de micro-moments, d'espaces où ils vont parler de ce qui a de l'importance pour eux, de ce qui a de la valeur pour eux. Alors ça suppose un minimum d'éthique relationnelle de la part des adultes pour entendre la parole de l'autre, pour que finalement l'élève devienne un interlocuteur valable, quelqu'un qui a des choses à dire importantes pour lui-même.
et que d'une certaine manière, ces espaces de parole donnent la possibilité aux élèves de s'emparer eux-mêmes de ce qui les concerne. Que ce ne soit plus quelque chose qui leur est imposé, obligé, mais qu'ils deviennent acteurs de cette propre formation. L'un des grands secrets du développement d'une capacité à en vivre ensemble, c'est que ceux qui sont finalement mis en cause dans les établissements scolaires, ce sont les élèves. On les responsabilise et on les rend acteurs de la transformation du propre climat qu'ils créent par leur comportement. Et les élèves sont tout à fait intéressés à cela. Dès lors qu'on engage un dialogue et qu'on les responsabilise, ils ne demandent pas mieux qu'on les prenne pour des personnes et un peu moins pour des petits. Nicolas Pris, c'est un peu le mot d'ordre aussi pour la lutte contre les addictions, mais pour tout public finalement. Oui, totalement. C'est d'ailleurs les programmes de renforcement des compétences psychosociales qui sont aujourd'hui parfaitement expertisés, évalués pour les collégiens et les jeunes d'âge scolaire, on s'en inspire pour travailler avec des adultes. Moi, j'ai souvenir d'une visite dans un établissement pénitentiaire où je voyais bien que la préparation à la sortie de la détention pour des personnes incarcérées et toxicomanes passe exactement par les mêmes leviers. Redonner confiance en soi, redonner de l'estime de soi. C'est pas facile en milieu pénitentiaire, mais ça passe par là aussi. Donc c'est vrai que c'est un type d'outillage, à mon sens, vraiment prometteur pour l'avenir. Et je vous écoutais tous les deux à l'instant, je trouvais effectivement, comme vous le disiez, votre remarque était totalement fondamentale. Je voudrais juste que les auditeurs n'imaginent pas que c'est un monde un peu de, j'allais dire, d'illusions, de bisounours qui pensent que le monde va être vachement mieux si tout le monde parle ensemble. C'est prouvé scientifiquement, ça pose un cadre en réalité aussi qui est un cadre très important pour l'institution scolaire. Ce n'est pas une démission de l'autorité, bien au contraire. Et il y a des temps aussi pour la sanction. Voilà, on n'est pas reparti dans un monde voilà, un peu des années 70 que certains... Voilà, ça n'a rien à voir. C'est extrêmement structuré, cette affaire-là. Christophe Marcelier, pour conclure. Ce n'est pas faire contre ce qu'on faisait avant, c'est faire en plus. C'est-à-dire que le cadre, il doit toujours être présent. Et l'exigence aussi. Mais l'exigence, on l'a, ce discours-là depuis maintenant quelques années, c'est la bienveillance qui permet l'acceptation des exigences. Et sur ce plan de la formation en compétences psychosociales, ce sont des nouveaux espaces qui viennent en plus et qui vont venir compléter, mais qui vont avoir une incidence, c'est qu'elles vont quand même transformer d'une certaine manière les relations entre les personnels et les élèves, en les rendant certainement plus authentiques, plus co-responsables. Et je pense que les uns et les autres, même les personnels, vont y retirer du bénéfice en termes de bien-être. On l'observe déjà à l'étranger. Bon, très bien, merci beaucoup. En tout cas, ce sera le mot de la fin. On pourrait tenir une heure de plus sur ce débat. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite, et avant de se quitter, forcément, la capsule ressources qui vous est proposée, comme pour chaque numéro, par Sylvaine Paul. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être encore avec nous pour ce point ressources, bien évidemment largement consacré à la lutte et à la prévention contre les addictions et aux compétences psychosociales, les CPS pour les intimes. Rendons-nous en premier lieu sur le site de Santé publique France, qui nous présente les contenus du séminaire qui s'est tenu en décembre 2021 et qui s'intitulait « Développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes, référentiel pour favoriser un déploiement national ». Il fait état des travaux en cours, de partage d'expériences et de témoignages. Tous les contenus sont accessibles en ligne. Restons sur ce site de Santé publique France et jetons un coup d'œil au référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes qui a été publié en février 2022. Cet ouvrage synthétise les connaissances scientifiques et théoriques qui ont été réalisées en 2021. On y présente par exemple des définitions, une présentation des principales CPS, on y fait état des programmes CPS probants, des caractéristiques des interventions CPS efficaces, etc. Allons faire un tour maintenant sur le site de la MILDECA. La MILDECA, je vous le rappelle, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. On y trouvera par exemple une vidéo qui présente son rôle d'animation et de coordination de l'action du gouvernement dans ces luttes et la mise en œuvre de ces actions. On y retrouvera aussi toute une série de données et d'analyses sur le renforcement des CPS à l'école, afin de mieux agir sur la prévention.
Y figurent entre autres des infographies, des résultats d'expérimentation sur les CPS principales, qu'elles soient cognitives, émotionnelles ou sociales. On pourra également télécharger des brochures explicatives sur les conduites addictives et l'adolescence par exemple. Ces brochures montrent notamment le fonctionnement du cerveau de l'adolescent et les mécanismes qui mènent à l'addiction. Passons à présent sur le site de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT. Là, vous trouverez des informations sur les drogues et les addictions qui touchent nos jeunes. On y découvrira les tendances actuelles en matière de conduites addictives et de comportement et des phénomènes plus récents et moins connus, tels que, par exemple, les paris en ligne ou des informations fiables sur la consommation de protoxyde d'azote, qu'on appelle communément le gaz hilarant, qui est très répandu parce que abordable facilement, en vente libre et peu onéreux. Des enquêtes et leurs résultats y sont analysés, comme par exemple les consommations d'alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e et leur évolution au fil du temps. L'Observatoire européen des drogues et toxicomanie met quant à lui à disposition des rapports. On consultera par exemple le rapport européen sur les drogues dans sa version 2022, qui est disponible en français et en téléchargement gratuit, ainsi que d'autres rapports, comme par exemple celui sur le protoxyde d'azote, que je mentionnais il y a quelques minutes, en anglais uniquement celui-ci pour l'instant, et qui s'intitule « Recreational Use for Nitrous Oxide, a Growing Concern for Europe », c'est-à-dire l'usage récréatif du protoxyde d'azote, une préoccupation croissante en Europe. Je me permettrai enfin de vous signaler la parution récente du guide publié aux presses de l'EHESP vers une école promotrice de santé. Il a été écrit par Brigitte Moltrecht, Nadine Labaille-Prévost, Brigitte Vance et il est postfacé par Bertrand Pajot, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Cet ouvrage présente la promotion de la santé et donne de nombreux outils aux professionnels de l'éducation sous forme de fiches pratiques. Voilà, c'est sur ce guide que je terminerai ce point ressources. Avant de rendre la parole à Marc-Antoine et à nos invités en studio, que je remercie d'ailleurs pour leur collaboration et leur participation à cette émission, je vous signale le sujet de notre prochaine émission. Nous aborderons cette fois l'école du futur, avec, bien entendu, de nouveaux invités. Cette émission sera diffusée le mardi 10 janvier à midi. D'ici là, je vous souhaite, avec un peu d'avance, de bonnes vacances, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos familles et prenez soin de vous surtout. Alors Marc-Antoine, cette fois, c'est à vous et à l'année prochaine. Merci. Bien, merci beaucoup Sylvaine. Voilà qui marque la fin de ce numéro d'Opériscope qui était consacré aux addictions. On va se retrouver le 10 janvier prochain pour un nouveau numéro sur l'école du futur. Merci à vous quatre en tout cas d'avoir été présents. On voit bien que c'est un sujet qui mériterait 2 heures de débat et peut-être qu'on pourra y consacrer un numéro dans les prochaines saisons. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission en replay, réagir sur Twitter avec le hashtag Opériscope et on se retrouve donc le 10 janvier prochain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.